Très chers amis amateurs de thé, bonjour. Bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Erler, du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Je vous remercie en premier lieu pour votre excellent choix de cartes postales pour cette nouvelle année. Donc comme chaque année, à la fin de l'année, j'avais fait ma liste des 12 meilleures photos de l'année et je vous ai demandé de choisir les 2 meilleures et je les ai transformées en cartes postales. Et les voilà, les cartes postales sont prêtes. Donc cela va être l'un des cadeaux que je vous offre avec toutes les commandes que vous me passez sur mon site tea-masters.com, je le répète. Donc merci beaucoup pour ce superbe choix. Je vous montre encore les photos les autres cartes postales que vous pouvez recevoir. Ça c'est si vous passez votre première commande. Actuellement c'est encore ça. La deuxième commande, il y a ces 2 photos. C'est les 2 cartes postales. À la troisième commande, il y a Taipei 101 et une Céladon à la Maison Lynn. Et puis ça c'est la 4e commande. Nous avons même c'est carrément la 4e commande, c'est spécial. Il y a carrément 3 cartes postales. Maison Lynn de nouveau. Et puis celle-là. Voilà, celle-là je l'avais rajoutée là en 3e parce que je trouvais que les 2 premières n'étaient pas très gaies, donc je me suis dit on va rajouter celle-là qui est un peu plus gaie. Voilà, donc ça nous fait 5 lots de cartes postales que vous pouvez recevoir gratuitement si vous me passez une commande sur Tea Masters. Donc elles viennent les unes après les autres au fur et à mesure de vos commandes. Donc aujourd'hui, notre cours va être un petit peu particulier. Nous n'allons pas parler d'un thé très moderne. Nous allons aller très très loin dans le temps. Nous allons aller à la rencontre d'un thé qui est l'ancêtre de la cérémonie de thé Chado du Japon. Cette cérémonie qui a été codifiée au XVIe siècle par Senrikyu. Et en fait, cette cérémonie, ses origines viennent de la dynastie des Song, qui alla de 960 à 1279. Et elle a la particularité d'être vraiment un thé impérial. Alors bien sûr, tous les empereurs de Chine ont toujours bu du thé. À la dynastie Tang, on a découvert dans le temple Famen les accessoires impériaux pour faire le thé, des accessoires qui sont en argent incrustés d'or, magnifiques. Et on a trouvé ça qu'en 1887. Durant la dynastie Qing, bien sûr, les Qianlong a laissé même des poèmes sur le thé. Il a fait des visites pour mieux comprendre son thé préféré, le Longjing. Et il a même comparé l'eau. Il était vraiment un grand amoureux de thé et d'accessoires de thé qu'il collectionnait dans sa collection, qu'on retrouve maintenant encore dans le musée national du palais impérial qu'on peut visiter à Taipei ou bien à Jiayi et ou bien encore à Pékin. Mais le thé le plus impérial, en fait, on va dire, ça va être quand même cette préparation Song, parce que l'empereur Song Huizong, en l'an 1107, a écrit Daguan Chalun, qui est un traité sur le thé. Daguan, c'est son nom d'auteur, et Chalun, ça veut dire le traité du thé. Donc le traité du thé de Song Huizong, carrément, on a un empereur qui s'est dit, là, pour vous enseigner le thé, que je pratique très régulièrement, qui est vraiment une de mes passions. Il a carrément écrit un essai. À l'époque, ils écrivaient de manière très concise, très précise. Même
le livre de Louhu est écrit assez court. Quand on lit les poèmes de l'époque, on va vraiment rapidement à l'essentiel. On ne fait pas tellement de fioritures. En très peu de caractères, on arrive à dire beaucoup de choses. Donc dans cet essai de Song Ruizong, il nous donne vraiment beaucoup de clés encore pour comprendre comment bien préparer le thé. Et donc c'est un thé qui nous amène 900 ans au moins en arrière, alors qu'avec la cérémonie du Japon, on n'est que 500, 600 ans en arrière. Donc on va beaucoup plus loin que cette cérémonie-là. Et c'est pour ça qu'il y a quelques différences entre l'une et l'autre. Alors, j'ai bien sûr également été intéressé par la cérémonie du thé au Japon. Alors, je ne vais pas non plus passer tout le cours à faire des comparaisons, mais ce qui est vraiment le plus intéressant dans la comparaison, c'est que si on voit tous les... là, il nous explique pour une technique de préparation, on a sur 12 pages, sur chaque page, il y a 8 photos pour nous montrer vraiment en détail quels sont les gestes à faire pour la préparation. Voilà, donc là, j'ai compté 12 pages et 8 photos par page, voire même plus parfois, pour dire qu'il y a vraiment tout un cérémonial qui vient avant et après le thé, mais pour la préparation des songs, il n'y a pas ce cérémonial. On va beaucoup plus à l'essentiel, hein, comme pour les poèmes, comme pour les essais. L'important, c'est la préparation elle-même, c'est pas ce qu'il y a avant, pas ce qu'il y a après, c'est d'arriver à faire du bon thé. Et de faire un thé qui soit délicieux. Donc c'est vraiment l'important, c'est la technique, hein, toute cette vraiment, on va à l'essentiel. Alors, donc les secrets de cette préparation song, ils ne sont pas tellement philosophiques, ils sont pas... Bon, ils sont dans les gestes que je vais vous montrer tout à l'heure dans la préparation, mais ils sont aussi surtout dans l'objet principal de cette préparation, qui est le bol de thé. Donc c'est dans ce bol-là que je vais vous dire les 5 grands secrets de cette préparation song. Alors n'oubliez pas de me donner un petit like si vous me voyez sur YouTube et restez avec moi si vous me suivez sur Facebook pour que je puisse répondre à vos questions. Donc commençons. Alors, je vais chauffer... Commençons par vous dire quels sont ces secrets. Je préchauffe un petit peu mon eau pour tout à l'heure. Alors, notons déjà la forme et la taille de ce bol. Cette taille du bol, notamment son diamètre, il nous est assez familier en fait, parce que c'est encore la même taille de diamètre des bols de riz qu'on utilise en Chine et au Japon de nos jours. Et donc cette taille des bols de riz de nos jours, elle nous vient en fait de ce bol-là, de la préparation du thé, des songs. On a trouvé que cette taille correspondait vraiment parfaitement déjà à la taille des mains, que c'était une taille d'une grande... qui convenait vraiment bien au thé. Et donc on a voulu avoir ce bol non seulement dans la préparation du thé, mais dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que les bols de riz d'aujourd'hui à Taïwan ou bien en Chine ou au Japon ont environ ce diamètre. Ils sont un peu moins hauts, mais ils ont environ ce diamètre. Vous pourrez vérifier. Mais bon, maintenant venons-en vraiment au secret. Hein, et le secret, pratiquement dans tous les accessoires en poterie ou en porcelaine, c'est déjà le matériau lui-même. Le matériau lui-même, on le voit à la base, hein, là où il n'y a pas d'émail, c'est là qu'on peut voir la terre qui a été utilisée. Et cette terre, on voit sa couleur, elle est plutôt foncée. Hein, donc dans ce bol de Jianyang,
et qui était c'est de là d'où venaient les bols utilisés par Song Huizong. Les empereurs savaient que les meilleurs bols pour le thé de la dynastie Song étaient de Jianyang. C'était ce genre de bol-là, avec cette terre typique qui a comme caractéristique d'avoir une haute concentration en minéraux de fer. C'est pour ça que cette glaise va être très très chaude. Et tout à l'heure, quand elle sera préchauffée et quand il y aura de l'eau chaude à l'intérieur, ça va vraiment bien garder cette chaleur. Et à le toucher, c'est tellement chaud qu'on dirait presque qu'on touche du métal. Tellement c'est chaud et tellement la concentration de fer est très haute dans cette glaise. Et c'est pour ça qu'elle a un petit peu un aspect un petit peu de rouille quand elle est mise à nu. Ça a comme but, comme fonction, de garder la chaleur très élevée dans cette eau qu'on va mettre dans le bol, parce qu'il est plus aisé de mélanger une poudre dans un liquide qui est chaud que dans un liquide froid. Ça, je pense qu'on a tous déjà fait l'expérience avec ou bien de la médecine en poudre, ou bien avec du café lyophilisé. Si on le met dans de l'eau froide, on a du mal à le mélanger, mais si c'est dans de l'eau chaude, ça se mélange très très facilement. Donc ça a vraiment pour but de garder cette température très élevée pour aider à plus facilement mélanger notre thé en poudre, qui est le thé qu'on utilise à l'époque. Un autre secret pour la préparation est également dans ce bol. Quelqu'un me demandait hier, en disant, tiens, combien de thé en poudre faut-il mettre dans le bol? La réponse est sur le bol en fait. Parce que ceux qui font le bol n'ont pas laissé l'émail aller jusqu'à la base du pied. Pour les bols traditionnels, l'émail va s'arrêter un peu plus haut que le pied du bol, et cette hauteur, cette petite différence de hauteur entre la base et là où l'émail s'arrête, c'est en fait l'espace qui correspond à l'espace qu'on veut mettre de thé en poudre à la base du bol. Donc je ne sais pas si vous le voyez, hein, l'émail s'arrête là, hein, et c'est environ cette taille de petits doigts à quoi correspond le volume de thé en poudre qu'on doit mettre au bout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme secret? Soyons comme Sherlock Holmes, regardons de tout près. D'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, c'est que, alors de loin, le bol apparaît sombre, un peu quelconque. Mais plus on s'approche, plus on remarque qu'il y a des variations dans la couleur. Que l'émail, elle a fondu d'une certaine manière durant la cuisson, et elle a laissé des traces qui peuvent nous faire penser à un pelage d'animal. Pour certains, ça fait penser au pelage d'un lapin. Parfois, ça peut ressembler à un plumage de certains hérons. Pour d'autres, parfois, quand c'est complètement brun, ça va plutôt ressembler à un pelage de lion. Enfin, là, on a vraiment de quoi faire voyager son imagination. Mais cette couleur assez sombre va être en tout cas un contraste entre l'émail sombre et le thé qui va être clair une fois qu'il a été fouetté à l'intérieur du bol. Donc ça, il y aura vraiment un très grand contraste entre
l'émail sombre et euh, et les, et le thé une fois qu'il aura été préparé. Et ça donne ce genre de contraste vraiment va également être quelque chose de grande beauté. Mais si on veut regarder la beauté du bol, on voit que c'est une beauté austère, que ce n'est pas une beauté bling bling. On est dans la retenue et on est dans quelque chose qui s'apprécie vraiment seulement si on prend le temps de l'apprécier, de regarder de près, de l'examiner. Il y a pour faire cuire ces bols, donc il y a près de 1000 ans, on utilisait des dragon kilns, c'est-à-dire des fours dragons qui s'étendaient sur parfois une centaine de mètres et on en cuisait des centaines, des milliers pour obtenir des petites variations, pour obtenir des variations un petit peu inattendues, parce qu'on n'arrivait pas, c'est vraiment très compliqué de bien contrôler la puissance du feu dans un tel four, mais en utilisant un four aussi immense, on avait la possibilité de mettre beaucoup de bols à l'intérieur, et ça permettait d'avoir par chance certains qui sortaient mieux que d'autres. Et il y en a certains qui sont sortis avec des variations bleues carrément, qu'on retrouve vraiment de manière très rare. Et ces variations bleues, dans un bol, c'est un des bols les plus célèbres qu'on retrouve dans un musée au Japon. Et ça ressemble vraiment à des galaxies dans le ciel. Hein. On dirait que quelqu'un a pris une photo avec un télescope Hubble et on est en train de nous montrer une galaxie à des milliers d'années-lumière d'ici. Mais en fait non, c'est un bol noir, mais avec des variations un petit peu très particulières. Et donc il y a toute une beauté très raffinée dans ces bols qui est un petit peu également un secret. Il faut vraiment y faire très attention. Mais il y a encore autre chose. Quand je regarde le haut du bol, je remarque que ce n'est pas droit. Hein. Il est légèrement incurvé et en fait, c'est la place pour la lèvre. C'est une place qui est donc gravée dans le design, cette place pour la lèvre, pour qu'elle soit vraiment confortablement installée un peu sous le rebord du bol. Donc c'est également fait pour le confort du buveur. Et en même temps, quand on regarde à l'intérieur du bol, ça donne une espèce de marque là où c'est renfrogné. Et cette marque, en fait, c'est la marque où s'arrêter de verser de l'eau. Hein, ça va être la marque du haut jusqu'où il faut mettre notre eau. Donc en bas, on sait combien il faut mettre de thé en poudre. Et en haut, on peut voir où arrêter de verser de l'eau. Voilà, est-ce que j'ai dit tous les secrets? Non, il y a encore un secret. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est vraiment très sympa à tenir comme ça dans ses mains. Mais ce qu'on remarque également, c'est que le centre de gravité est assez bas dans ce bol. Il a comme caractéristique d'être épais à la base et les parois sont de plus en plus fines en haut. Ce qui fait que vraiment le centre de gravité est très bas et donc c'est un bol très stable qui ne va pas facilement se renverser. Il revient vite sur ses pieds, bien que son pied très élégant parce que très fin, mais il est quand même très stable grâce à cette particularité d'avoir un centre de gravité très bas. Et cela a vraiment son importance parce que avec la méthode des songs pour préparer le thé,
c'est comme ça qu'on le prépare. Donc on n'a pas de troisième main pour le tenir. Les Japonais le préparent avec, mettent l'eau avec une cuillère. Donc à la rigueur, ensuite, ils peuvent le tenir. Mais non, pour les songs, on verse comme ça et on fouette en même temps. Donc on n'a pas de main pour tenir le bol. Et c'est pour ça que la stabilité du bol est vraiment très importante. Et donc c'est un secret de fabrication, un secret du design, d'arriver à faire un bol à la fois élégant, avec un pied très fin et stable. Alors je vais vous montrer maintenant comment on le prépare. La première chose à faire, c'est de préchauffer notre bol. Comme je l'avais indiqué tout à l'heure, c'est pour plus l'eau à l'intérieur va être chaude, plus le mélange sera facile à faire. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc là, je vais utiliser cette aiguillère réalisée par David Louveau, une aiguillère en céladon, d'après un modèle de la dynastie Song. Comme j'en ai un, je vais utiliser ça. Si je n'en avais pas, je pourrais utiliser directement ma bouilloire, mais cette aiguillère a cet avantage qu'il a vraiment un bec long et très très fin, et dont le flot va être vraiment très fin, et cela va m'aider à avoir un flot continu pendant très très longtemps. Alors, il est possible que j'ai encore un petit peu d'eau, je vais la vider. Ça, c'est de mon cours de tout à l'heure. Voilà, je la vide. J'attends que mon eau arrive à ébullition. Je vais utiliser, j'ai la chance d'avoir cette jarre en céladon. Céladon, par contre, il est d'époque, de fin Song, début des Mongols. Toute petite jarre. Et sinon, les autres... donc ça, c'est un bol de Jianyang, de Chine, du Fujian. Le Chazen, je crois qu'il vient simplement du Japon ou de Chine. Et la petite... cette petite cuillère en bambou nous vient du Japon également. Donc je remplis d'abord mon aiguillère. Je préchauffe maintenant mon bol ainsi que le chazen pour que les branches du bambou soient bien flexibles et qu'elles ne se cassent pas durant la préparation. Voilà. Je remplis à nouveau. Et pendant ce temps-là, le bol, il reste bien chaud. Là, je vide le bol dans mon petit bol à eau usée. Ensuite, hop, je me prends là, ici un tissu en papier propre pour bien essuyer et sécher mon bol. Intérieur, extérieur. Il est vraiment très très chaud ici. Alors, non,
Bon, en fait, je peux faire ça comme ça. Pas besoin de le prendre. Prendre directement. Voilà, un peu trop pressé ce qui arrive quand on est pressé. Et encore un petit peu. Alors, on va passer maintenant à la préparation. On commence par... on ne fouette pas tout de suite. D'abord, on mélange la pâte, enfin on mélange la poudre pour en faire une pâte. Maintenant, on peut rajouter un peu plus d'eau pour commencer à fouetter. Je vais arriver en haut. Bon. Voilà. Alors, j'ai même un château pour ce bol en bois. Vous pouvez voir. Et voilà la manière de préparer le thé à la manière des sons. J'espère que cette démonstration et ces explications vous auront intéressé et je vous remercie pour votre attention, pour vos likes et je vous dis peut-être à la semaine prochaine si on a encore cours selon les horaires du Nouvel An chinois. Merci beaucoup. Bye bye.